Le secteur de Boj-Mnaïl est situé sur la RN 12 reliant Alger à Tizi Ouzou, capitale de la Grande Kabylie. Boj-Mnaïl est une petite sous-préfecture à 70 km d'Alger et à 35 km de Tizi Ouzou. Une voie ferrée longe la RN 12, mais elle est souvent minée et saute régulièrement à Mirabeau. La superficie du secteur est d'environ 1000 km², divisée en deux zones. L'une au nord est d'accès facile. Par contre, au sud, le relief est particulièrement accidenté. Ce sera le territoire du 2e bataillon. La population se compose de 70 000 Kabyles au sud, 40 000 Arabes au nord et 3 500 Européens. Le 9e RIMA comprend 3 bataillons, renforcés par des harkis, appelés aussi supplétifs. Le PC du régiment se trouve à Boj-Mnaïl. Le baptême du bleu. Il est environ 8h30. J'observe le paysage qui défile le long de l'autorail, poussif, me conduisant vers ma nouvelle affectation. Des petits villages aux toits de tuiles rouges succèdent à des fermes isolées, entourées d'oliviers, bordant des champs de blé. J'aperçois furtives des silhouettes en treillis kaki et des travailleurs, surtout des femmes vêtues d'oripeaux multicolores, dans les champs. De vieux taxis Peugeot où s'empilent des fellahs, revenant sans doute de la capitale, font la course avec l'autorail rouge, puis disparaissent au tournant d'une route bordée d'eucalyptus. Au détour d'un oued, 2 femmes drapées dans une ample robe bleue, silhouette hiératique, portent gracieusement des jarres pleines d'eau en équilibre sur la tête. Ces brèves images de la vie de tous les jours se succèdent en désordre au rythme saccadé des roues sur les rails. Les gares sont sales. Sur les quais, toute une foule se bouscule. Des paysans encombrés de paniers de légumes, de volailles entravées, de sacs de blé ou de semoules discutent assis par terre par petits groupes. Des enfants en haillons proposent des chewing-gums ou des cigarettes en détail. Un marchand de casse-croûte court le long des wagons, mais les mouches qui constellent les petits pains dégoulinants d'huile d'olive et d'harissa me coupent l'appétit. Je n'aperçois pas d'Européens. Ils doivent voyager en voiture. Je m'offre une gazouze, limonade tiède, qui n'arrive pas à me désaltérer. Coup de sifflet du chef de gare, klaxon enroué de l'autorail qui démarre pour ma destination finale, Boj-Mnaïl, porte de la Grande Kabylie. Un quart d'heure plus tard, dans un long crissement des freins accompagné d'un nuage de poussière et de vieux papiers, le convoi s'immobilise, je suis arrivé. Il est 9h30, une petite demi-heure de retard, ça doit être normal. Il fait déjà très chaud, c'est la fin du mois de juillet, le soleil est haut sur l'horizon, dans une grande tempête de ciel bleu. J'empoigne avec difficulté ma grosse cantine métallique verte. Descends les 2 marches et me voilà sur le quai au milieu d'une petite foule qui me regarde d'un coin, visage fermé. La présence d'un officier français sans armes en ce lieu doit surprendre. Je me méfie, on m'a tellement parlé d'attentats, de coups de feu partis au travers d'un burnous qu'il me tarde de rejoindre mon unité. Mais où est mon unité? J'ai pourtant télégraphié pour annoncer le jour et l'heure de mon arrivée. Soudain, sortant nonchalamment de la salle d'attente, Mat 49 en bandoulière, j'aperçois enfin un soldat français avec une barbe de 2 jours, un mégot en coin des lèvres, sous une grosse moustache noire.
Il fait plutôt le négligé, et je m'étonne. « Vous êtes celui qui arrive au régiment » demande-t-il sans me saluer. « Oui. Je suis le sous-lieutenant Fortu. Présentez-vous. Soldat de 2e classe Ramirez, chauffeur au PC et serveur à la popote, mon lieutenant. » On dirait que ça lui arrache la bouche de me donner du mon lieutenant. « La Jeep est dehors. Je dois vous conduire au PC. » À peine installé, il démarre en trombe, rejoint la grande rue grouillante de tout un tout petit monde de fellahs, de commerçants, aux boutiques pleines de légumes. Aux murs pendent des colliers de poivrons rouges. Au passage, j'aperçois une station-service, un café européen, chez Mémère, des cafés morts, des petits immeubles, une pharmacie. La plupart des bâtiments ont des fenêtres grillagées, à cause des attentats sans doute. Ramirez roule très vite, slalomant entre les voitures et les charrettes à bras. D'un coup sec, il vire à gauche, à l'autre bout du village, emprunte un chemin de terre et stoppe devant un corps de bâtiment assez important, repeint fraîchement à la chaux. C'est l'ancienne ferme Cortés, PC du régiment. Ramirez, vous débarquerez ma cantine. Je dois me présenter au chef de corps. À propos, comment s'appelle-t-il ? C'est le colonel Leclerc, grogne-t-il, toujours aussi aimable. Je pénètre dans le poste de garde, où une demi-douzaine de soldats, sous les ordres d'un sergent, me regardent comme une bête curieuse. Je me présente au chef de poste qui m'annonce avec un sourire narquois. Le capitaine Monet, chef d'état-major, vous attend dans son bureau. C'est la porte à gauche au fond du couloir. Le bureau du chef de corps est au premier étage, après la salle des transmissions. Je frappe à la porte avec un petit pincement au cœur. Je vais découvrir mes nouveaux chefs. Entrez. Sous-lieutenant Fortu, nouvellement affecté au 9e RIMA. À vos ordres, mon capitaine. Monet m'observe pendant quelques secondes. C'est un homme mince, d'une quarantaine d'années, le regard est vif. Entre les paupières plissées, il me jauge. Repos. Bienvenue au corps, mon cher Fortu. Le colonel ne peut pas vous recevoir ce matin. Il est sur le terrain en opération, mais il vous verra certainement à midi, en ville, à la popote. Ramirez vous conduira. Le lieutenant médecin Thomas vous attend à l'infirmerie, à côté, pour la visite d'incorporation. À plus tard. Je salue, je sors dans le couloir où se tient un grand gaillard débonnaire, en blouse blanche, déboutonné et souillé de mercurochrome, un vrai boucher. Je me présente, sans un mot, et il me fait pénétrer dans une pièce minuscule, uniquement meublée d'une table de cuisine en formica blanc. Un peu sommaire pour un local médical. Allez, à poil, mon vieux. J'obtempère. Il m'allonge, nu comme un verre, sur la table en question. Il me fait prendre toutes les positions, tousser, tirer la langue, dire 33, et étudie mes réflexes à grands coups de marteau. S'il continue à ce régime, il va commencer la dissection. Bon, pour le service, tonnerre-t-il. Rhabille-toi en vitesse. Il n'est pas loin de midi. Le colonel n'aime pas attendre. C'est un vieux grincheux et tu as intérêt à ne pas dire n'importe quoi. Je ne pipe mot. Le premier contact ne sera pas aussi facile que je l'imaginais. La Jeep nous dépose dans la grande rue. 5 autres véhicules sont garés, chauffeur au volant, devant un petit immeuble d'un étage qui ne paie pas de mine. Une sentinelle, la main sur son PM, garde l'entrée. Dans un coin, près de la fenêtre qui donne sur la rue, un groupe d'officiers discute autour d'un petit bar
dans un relent de pastis. Les entoure un homme de taille moyenne, légèrement voûté, aux tempes grisonnantes. Ce doit être le colonel Leclerc, car 5 galons ornent sa tenue de combat. Je serre rapidement la main d'une dizaine de lieutenants et de capitaines. Il y a même un aumônier militaire reconnaissable à la croix sur sa poitrine. On m'indique une chaise entre le chef d'état-major et l'aumônier. Le capitaine Monet me glisse dans le tuyau de l'oreille. « Vous êtes le nouveau venu, vous serez donc le popotier de service. Vous devez lire le menu. » Une petite feuille est posée sur mon assiette. Je me lève au courant des usages. Vogel là-dedans, en ce thé. Menu du 27 juillet 1959. Boîte de rations de combat. Le convoi de ravitaillement n'étant pas arrivé, il y a du vin rouge. Et, au nom de Dieu, vive la coloniale, hurle-t-on autour de la table. Ramirez fait son entrée avec un plateau lourdement chargé de boîtes kaki. Pendant que j'attaque ma boîte de corned-beef, les conversations vont bon train. Le colonel annonce calmement que mon autorail a sauté sur une mine, un peu plus loin, à la hauteur de Mirabeau. Qu'il n'y a que des dégâts matériels, mais qu'une patrouille du 1er bataillon est tombée dans une embuscade près d'Abbo, sur la route de Délice. Bilan 2 tués et un blessé léger. Les rebelles se sont évanouis, comme d'habitude, dans le maquis. Décidément, je suis tombé dans un secteur sensible. Si c'est comme cela tous les jours, ça promet. L'aumônier, à ma droite, Maugré et Lance. Il faut tous les buter. J'irai ce soir donner un coup de main à l'officier de renseignement pour l'aider à faire parler ces salopards. Je n'en reviens pas. Un homme de Dieu avec un pareil langage. Soudain, le téléphone de campagne pendu au mur sonne. Un lieutenant se précipite, décroche le combiné, écoute, le visage grave, puis se retourne vers le colonel en annonçant « Un GMC du 2-9 est tombé dans une embuscade à 2 kilomètres de Touxal. Il y a de la classe, il y a de la casse. La section a perdu 6 hommes et compte 4 blessés graves. Le patron du 2-9 a monté une opération catastrophe pour essayer de retrouver les rebelles. » Le colonel se lève vivement. Nous en faisons autant. J'ai des frissons dans le dos. Nous allons sur place. Sautez dans vos véhicules, FISA. Suivez-nous avec Ramirez, m'ordonne Monet. Mais mon capitaine, je n'ai pas perçu d'armement. Je n'ai pas envie d'aller là-bas les mains vides. Qu'à cela ne tienne. Prenez cela en attendant. Il me tend un vieux fusil de chasse à chien, récupéré certainement sur l'ennemi, qui traînait dans un coin, ainsi qu'une antique cartouchière en piteux état. J'aperçois des cartouches à broche serties à la main. Avec cette pétoire, je suis sauvé. Nous dévalons l'escalier, faisons irruption dans la rue où le moteur des jeeps tourne déjà. Les pare-brises sont baissés. Un groupe d'indigènes s'éparpille pour nous laisser le passage. Le convoi démarre sur les chapeaux de roue, le colonel en tête et moi en queue avec Ramirez qui se croit au volant d'une Formule 1. Je charge mon arme avec difficulté. Elle éclatera sans doute à la première occasion. Une vingtaine de kilomètres plus loin, passé Camp du Maréchal, on tourne à droite vers la montagne couverte de forêts. Le paysage est sublime. Mais quel danger se cache dans cette végétation? Fini la route goudronnée. On attaque une interminable piste en terre pulvérulente, sur laquelle il n'y a pas plu depuis des semaines. Le paysage s'estompe dans un épais nuage de poussière qui nous pénètre par tous les pores.
Les 5 véhicules devant nous doivent en manger à des degrés divers. Ramirez et moi crachons, jurons, en nous cramponnant dans les virages en épingle à cheveux, c'est l'enfer. Quand allons-nous arrêter pour découvrir l'horrible spectacle? Rien ne se passe. Nous roulons toujours, quasiment à l'aveuglette. C'est fou. Une bonne demi-heure passe dans les chaos et les dérapages. Soudain, miracle, nous roulons à nouveau sur la route goudronnée. Hommes et véhicules nous recouverts d'une croûte rougeâtre. Je renonce à comprendre. Nous retraversons Camp du Maréchal, retour à Bourg-Menaïel. Le convoi stoppe dans un concert de coups de frein devant la popote. Je n'ose demander l'explication. Je suis tombé dans un régiment de détraqués, mais avant tout j'ai envie d'une bonne douche. Je tiens toujours ma pétoire dérisoire à la main et je la décharge avec 1000 précautions. Le colonel jette un coup d'œil sur moi. Il n'est pas trop poussiéreux, puisqu'il était dans le véhicule de tête. « Fortu, vous êtes dégueulasse, vous puez, allez prendre une douche. Et habillez-vous en guerrier, la tenue d'été d'opérette, c'est bon pour Alger. » J'obtempère sans dire un mot. Je récupère un treillis et mes Rangers dans ma cantine. Je fais un vague paquet de mes vêtements sales, si Jocelyne voyait cela. Et je pénètre dans le nuage de vapeur des douches communes. Enfin propre, je m'habille avec soin et je me dirige vers la salle à manger d'où provient un bruit animé de conversation. J'entre et là, je crois rêver. Je ne comprends plus. Le champagne est sur la table. Le capitaine Monet me tend une coupe, mais je m'aperçois qu'il porte à présent 5 gallons. C'est le colonel Leclerc. Ils m'ont bien eu. Ils m'ont tourné en bourrique. C'est du beau travail. Ils avaient tous échangé leurs galons. Bienvenue au 9e RIMA. Sous-lieutenant Fortu, vous avez eu raison de nous prévenir de votre arrivée. Je vous verrai demain matin au PC à 8h précises pour votre affectation. Très bien, mon colonel, dis-je avec un grand sourire. L'aumônier militaire, à présent, est en tenue bleu marine avec des dorures sur les manches. C'est le sous-préfet, homme jovial qui a voulu lui aussi se donner un peu de bon temps. Quant à Ramirez, j'ai peine à le reconnaître, rasé de près, un galant de sous-lieutenant sur la poitrine, il me dit « Bienvenue à bord de Fortu. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Nous nous serrons la main dans un éclat de rire et nous trinquons tous à mon arrivée au régiment. Ils m'en ont fait baver, mais au fond, j'ai beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé. Je me sens inclus dans une équipe soudée. Quelle morale! En serais-je digne? On verra demain. Je suis fatigué. On m'indique une chambre monacale avec une petite table en bois blanc, une chaise et un lit picot. Je trouve le courage d'écrire une courte lettre à Jocelyne pour lui de résumer mon aventure et lui donner mon secteur postal 86 911. Je me glisse dans mon sac à viande après avoir demandé d'être réveillé à 6h30 et je sombre immédiatement dans un sommeil sans rêve. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.